Oui, salut. Voilà, salut. Je commence dans la session d'aujourd'hui également avec un peu, c'est-à-dire un peu à l'avance pour permettre à chacun de se connecter et donc de participer, n'est-ce pas? Et parce que du moins les présentations que je fais ici, c'est pas pour perdre notre temps, c'est pour donner un soubassement général, un soubassement théorique, un soubassement pragmatique à mon écriture. C'est pour permettre que les gens comprennent que écrire, c'est un travail, c'est un travail qui demande vraiment du sérieux et que si l'écrivain se contentait tout simplement à être l'exécutant des politiques générales des États, que ce soit la France, que ce soit les États comme les États-Unis, on se retrouvera en train de condamner son propre peuple à l'esclavage. Et donc, c'est pourquoi c'est important, lorsqu'on est écrivain, d'avoir une vue macro, d'avoir une vue générale, d'avoir une grande vue. Et donc, les romans que l'on écrit sont plus ou moins l'articulation de cette grande vue à travers les personnages. Mais je prends aussi, du moins, c'est un peu de temps à l'avance parce que ça vous permet de participer, hein, ça vous permet de participer. J'ai mis le lien. Ça vous permet de participer et donc de contribuer au travail général de construction d'un point de vue alternatif, d'un point de vue différent. Parce que ce qui est important de dire aussi, c'est que l'écrivain n'est pas là pour répéter ce que la télévision dit. L'écrivain est là pour mettre en branle et puis constituer un point de vue alternatif. C'est-à-dire pour fabriquer une alternative. Et j'appelle d'habitude cette alternative la nouvelle gauche. La nouvelle gauche, attendez, je mets d'abord le lien. La nouvelle gauche, évidemment, c'est pas l'ancienne gauche, dont le point de vue était tout simplement dissident, c'est-à-dire était tout ce que l'Occident fait est mauvais. C'est-à-dire dogmatiquement dire tout ce que les Blancs font est mauvais. Et là, c'est l'ancienne gauche. L'ancienne gauche était fondée dans l'idéologie. Ce que nous sommes en train de faire ici maintenant, c'est constituer une nouvelle gauche. C'est constituer une nouvelle gauche et donc c'est ça que nous faisons. Et c'est ça que je vais présenter un peu aujourd'hui, en commençant par la question simple, n'est-ce pas, si Poutine était fou, à quoi sert dans le BRICS, voilà. Donc s'il était fou, à quoi ça sert? Donc c'est ça, c'est un espace de c'est-à-dire de présentation d'idées intelligentes. C'est pas un espace, c'est pas un bar où on vient seulement n'est-ce pas, s'insulter et puis dire des choses qui n'ont pas de queue ni tête. C'est un espace, n'est-ce pas, d'intelligence. Et donc, participer, contribuer, n'est-ce pas, ça permettra au travail de survivre. Parce que, comme j'ai toujours dit, la communauté, c'est elle qui se soutient elle-même. C'est-à-dire qu'elle se donne elle-même les moyens du moins d'exister. Elle se donne elle-même le levier dont elle a besoin pour pouvoir survivre. Donc, c'est ça une communauté. C'est pourquoi je te dis que je suis communautariste. Est-ce que c'est le communautarisme qui est la fondation de la nouvelle gauche? Si dans les politiques ne le savent pas encore aujourd'hui, ils le sauront demain. Et le rôle de l'écrivain, non, c'est d'articuler ça. Et donc, je mets encore ici, contribuer ici. Contribuer ici, voilà. Lorsque je dis communautarisme, ça me permet de vous remercier. De vous remercier absolument. Je n'ai pas encore eu, j'avais dit que j'achèterais 3 livres. Que j'ai acheté 3 livres. Donc, je n'ai pas encore reçu le 3e. Donc, j'ai reçu ces 2 livres. Je les ai reçus déjà. Et j'ai déjà achevé de lire celui-ci. Vous voyez? J'ai achevé de le lire. Je l'ai lu. J'ai achevé de le lire. C'est ça? J'ai achevé de le lire.
Je l'ai entièrement lu. Et je suis en train donc de lire ceci. Je suis en train de commencer de lire celui-ci. Je suis en train de commencer de le lire. Et donc, je n'aurais jamais su ceci si ce n'était grâce à vous. Et donc, c'est ça le communautarisme, c'est-à-dire qu'on s'aide réciproquement. On se forme réciproquement. On se permet réciproquement de comprendre des choses qu'on ne connaît pas. Et comme vous savez d'ailleurs, c'est comme ça que je travaille. Hein? Le livre-ci, celui-ci qui est là en traduction anglaise, américaine, qui est déjà sorti en traduction allemande, qui va sortir en traduction espagnole, qui est bien sûr sorti en français il y a à peine 2 ans. Je n'aurais jamais pu l'écrire sans vous. Donc c'est vous qui m'avez formé, c'est vous qui m'avez donné toutes les informations qui sont dans le livre-ci. Donc c'est comme ça le communautarisme, c'est-à-dire qu'on se forme réciproquement, parce qu'on ne peut jamais tout savoir. On ne peut jamais tout savoir, dans ce sens où, bref, l'esprit, le temps, c'est-à-dire l'énergie que l'on a ne peut pas permettre que l'on connaisse tout. Et donc, ça fait que parmi vous, il y en a qui ont des savoirs bien spécifiques et ça permet d'enrichir la conversation, d'enrichir le savoir. Ça permet donc d'évoluer, comme on dit. Ça permet d'ouvrir des fenêtres que l'on n'aurait pas eu autrement. Donc, c'est ma manière de vous dire merci et aussi de dire que la session d'aujourd'hui, dans les 1 heure que nous allons passer aujourd'hui, sont basées sur ceci, que j'ai lu et que je vais plus ou moins analyser en me basant sur mes propres connaissances aussi. Je vais plus ou moins analyser et puis je vais vous présenter. J'en profite déjà pour dire que la guerre, c'est une très mauvaise chose. La guerre, c'est une mauvaise chose parce que, comme vous avez vu, la guerre coupe le monde en deux. Ça veut donc dire que les Américains ne lisent plus ce que les Chinois font. En fait, ne publient plus ce que les Chinois font. De même, les Occidentaux en général, ils ne publient plus ce que les Russes font. Ils se sont coupés de ça. Et le but, évidemment, c'est de fabriquer des citoyens dociles. C'est de fabriquer des citoyens qui vont accepter tout ce qu'ils disent. Qui vont tout simplement dire oui, 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 oui. Donc, c'est ça le but. Le but, c'est de fabriquer des machines, des automatons. C'est de fabriquer des gens qui sont des militants. Un peu comme on dit au Cameroun, quand on dit va, je va. Il dit va, je va. Donc, c'est un peu ça. Mais moi, je suis pas comme ça, comme vous savez, je suis pas comme ça. C'est-à-dire, dans ce sens où, je pense que la fondation c'est ce que j'appelle l'écrivain, n'est-ce pas? C'est sa propre réflexion, c'est sa propre intelligence. Sa propre intelligence, sa propre réflexion, ça fait que on soit ouvert à soi-même, on soit ouvert à l'expérience de tout le monde, on soit ouvert à ce que vous me donnez comme savoir, ce que je vous donne comme savoir, des textes que moi je ne connais pas. Par exemple, le texte-ci a été publié cette année, en 2022. Donc, ça vient à peine de sortir, hein? C'est publié cette année. Donc, c'est écrit par une femme qui est probablement d'Europe de l'Est et par une chinoise. Elles sont très jeunes. Elles viennent de faire à peine leur doctorat. Donc, je leur ai envoyé un email aux 2 écrivaines parce que j'aimerais les inviter dans mon université aussi pour qu'elles parlent là-bas. Donc, je leur ai envoyé un email, je vais savoir, elles vont me dire, c'est-à-dire, on va échanger. Donc, c'est ça. Donc, le texte a été publié par Cambridge University Press et c'est sorti cette année, 2022. Et ça résume vraiment, grosso modo, un point de vue alternatif. Excellent. Ce texte-ci, c'est un peu le résumé de ce qu'on appelle les BRICS Studies. Et donc, c'est sorti en 2020. C'est sorti en 2020. Donc, c'est aussi neuf. C'est la première traduction du travail qui est fait en Chine, qui est fait par les économistes chinois sur ce qu'ils appellent BRICS Studies, c'est-à-dire l'étude du BRICS. Donc, c'est ça, ça a été publié en 2020. Donc, c'est uniquement vieux de 2 ans. Bref, c'est encore entièrement neuf. Ce sont les recherches qui sont en train de se passer. Ce sont les recherches qui sont en train de se structurer, de se formuler. Donc, nous sommes ici à l'avant-garde d'un travail intellectuel qui est en train d'avoir, et dont je n'étais pas au courant, on ne peut pas tout savoir. Je ne suis pas économiste, donc j'ai dû lire ceci avec mes connaissances générales pour comprendre la structure de ce qui se passe. Mais ce que moi j'ai compris quand même, ce que moi j'ai compris en étant écrivain, en étant intellectuel, ce que j'ai compris c'est qu'il y a 3 phases. Il y a 3 phases dans cette affaire.
La première phase, c'est que durant les années 80-90, là c'est la première phase. J'appellerais ça la phase intellectuelle. J'appellerais ça la phase intellectuelle. Donc, la première phase intellectuelle. C'est ce qu'on appelait l'altermondialisme. Ce qu'on appelait l'altermondialisme. L'altermondialisme, n'est-ce pas, c'est un mouvement critique. C'est un mouvement critique qui était grosso modo porté par voilà, c'est un mouvement critique qui était porté par oh, quelqu'un me dit que c'est que ma page n'est pas disponible. Ouais, ça arrive souvent, ça arrive souvent. Non, non, c'est bon maintenant, c'est bon maintenant. C'est bon. Ça marche, ça marche. Ça marche, voilà, ça marche. Voyons, ça marche, ça marche. Hein? Et ça s'auto-maintient, parfois par coïncidence. Voilà, tu arrives au moment où c'est en train de s'auto-maintenir. Donc, c'est un système, c'est les informaticiens qui maîtrisent ça. Donc, c'est mon web designer qui m'avait expliqué ça. Ça s'auto-maintient parfois. Et donc, au moment où tu touches, si vous coïncidez, ça va dire que c'est en train de s'auto-maintenir. Voilà. Bon, j'étais en train de dire qu'il y a trois phases. Il y a trois phases. La première phase, c'est les années 80. Pour ceux qui sont dans le débat intellectuel comme moi, du point de vue des humanités, vous savez que durant les années 80, il y avait un mouvement qu'on appelait l'altermondialisme. C'est-à-dire qu'il y avait des intellectuels, des écrivains, des critiques, des philosophes, sociologues, tous en fait qui n'étaient pas d'accord avec la mondialisation, critiquaient la mondialisation en général. Mais en fait, les gens le critiquaient de manière théorique. Les gens n'étaient pas contents. Les gens n'étaient pas contents parce que déjà on savait que la mondialisation, c'était plus ou moins la suprématie des États-Unis. C'était un monde unipolaire. Donc, tout le monde disait, en fait, ceux qui étaient critiques disaient que ça ne marche pas, que le monde ne peut pas être comme ça, c'est l'emprisonnement. Voilà. Bref, c'était, surtout, ça venait surtout de l'Inde. Donc, il y a une écrivaine que j'aime beaucoup, Arundhati Roy, qui est indienne et qui a articulé du moins la critique de la mondialisation de manière vraiment structurée. Et ça venait aussi du Mali. Donc, au Mali, il y a, en fait, il y a eu d'ailleurs même des assises, n'est-ce pas, de la mondialisation au Mali. Évidemment, du moins, ça s'est un peu tassé avec la guerre en Irak. Bon, les Français étaient très bien installés dans la mondialisation. Hein, c'est-à-dire, on avait l'impression que la gauche française trouvait une nouvelle énergie dans la mondialisation. Donc, c'était un peu comme ça. Il y avait des manifestations en Italie, il y avait des manifestations, du moins en Argentine, il y avait des manifestations en France. Voilà, c'est un peu ça. Donc, et ça a un peu disparu. Je crois qu'il y avait certains journaux, comme par exemple Le Monde diplomatique, qui portaient ce mouvement avec beaucoup d'engouement. Donc, ça a un peu disparu en 2003 avec la guerre en Irak. Donc, on n'en a plus beaucoup parlé parce que ça a été remplacé par la critique de la guerre, par la critique de l'américanisme, par la critique de George Bush. Et finalement, lorsqu'Obama est venu au pouvoir, les gens se sont demandé, ben, avec un président noir, voilà, faire encore l'altermondialisation, ça ne vaut plus la peine. Donc, ça s'est un peu tassé. Bon, c'est-à-dire Obama lui-même, il faisait un peu l'altermondialisation. Donc, les gens se sont dit, voilà, avec un président noir, ça ne marche plus tellement. Ça a un peu disparu. Là, c'est la phase 1. J'appelle ça la phase critique qui a eu son temps. Mais il y a la phase, la phase créative, la phase où maintenant, les gens techniques ont commencé à créer des choses. Les gens techniques ont commencé à créer des choses. C'est un peu dans ce sens où la Russie entre en jeu. C'est-à-dire la Russie qui, avec la chute du mur de Berlin, avec, n'est-ce pas, l'implosion de l'URSS, avait décidé du moins de participer à l'économie mondiale. C'est-à-dire ils avaient compris que le monde ne peut plus être idéologique. Ils ont dit c'est bon, on va participer à l'économie mondiale. De même la Chine
Donc, ils ont mis leur propre participation dans la réserve américaine. Ils ont mis leur propre beaucoup de leurs avoirs, du moins en Europe. Ils ont plus ou moins essayé de faire partie des institutions internationales. En dernière mesure, ils sont entrés dans toutes les institutions là que l'on critiquait, c'est-à-dire par exemple bon, je ne parle pas de l'ONU, je parle seulement des organisations internationales. La Russie les a rejoints, y est venue, c'est-à-dire avec la tendance plus ou moins à l'intérieur de celle-ci d'avoir une voix différente, c'est-à-dire d'apporter un son de cloche différent et bien sûr avec sa propre histoire qui est celle, n'est-ce pas, de l'antagonisme avec les États-Unis. On peut comprendre qu'avoir la Russie avec les États-Unis dans n'importe quelle organisation, ça voulait dire 2 éléphants dans une maison. Donc, ça veut donc dire qu'il y aurait une bagarre perpétuelle ou bien 2 lions dans une forêt. Ça veut donc dire qu'il y aurait une bagarre perpétuelle. Non, c'est la seconde phase, c'est-à-dire la critique interne. Je peux dire que c'est une phase négative, dans ce sens où du moins la Russie, la Chine avaient plus ou moins la sensation qu'ils devaient participer à un mouvement global général, mais en apportant leur propre point de vue à l'intérieur des structures qui existent. Donc c'est un peu ça. J'appelle ça négatif dans ce sens où ça ne contribue pas nécessairement au développement général parce que un monde unipolaire n'aide pas grosso modo au développement de tout le monde. Bon, on voit très bien en Afrique, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétition. Au final, comme tous ces gens-là, c'est-à-dire la Russie, la Chine, ils ont découvert, c'est que la globalisation était, comme j'ai expliqué à la fois passée, était portée par l'OTAN. C'est-à-dire l'OTAN, c'était la structure militaire de la globalisation. Et l'OTAN, c'était du moins la force de frappe de la globalisation, dans ce sens où l'OTAN permettait à des États comme la France même déjà d'exister, permettait à des États comme l'Angleterre, n'est-ce pas, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada, presque le monde entier qui se retrouvait sous la domination de l'OTAN qui est entre les mains finalement des Blancs. Donc c'était un caméléonnage avec lequel, du moins la Russie qui avait, par rapport à l'OTAN, devant l'OTAN, le pacte de Varsovie ne pouvait pas vivre en paix. Et la Chine non plus. Évidemment, lorsqu'on parle de la Chine, d'habitude, on dit que c'est une économie qui est fondée moins sur le militarisme que sur le commerce. Mais c'est oublié que durant ces années-là dont on parle, où idéologiquement les gens se battaient pour l'altermondialisme, eh bien, la Chine, la Russie, du moins, ne faisaient pas les guerres. C'est-à-dire que lorsqu'on ne fait pas les guerres, on structure son économie, on se développe, on installe des marchés, on essaie de gagner de l'argent, on devient fort. Pour donner un exemple simple, c'est l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas fait de guerre depuis 1945 et l'Allemagne est automatiquement devenue la première puissance en Europe. C'est le meilleur exemple d'ailleurs. La France qui fait des dépenses militaires partout est en train de sombrer parce que les armes, ça ne nourrit pas l'être humain. Donc, un pays dont le budget militaire est absolument, du moins, stratosphérique, ne va pas se développer parce que les armes ne nourrissent pas du tout. Alors qu'un pays qui conquiert des marchés, qui, du moins, investit dans la structuration de son économie, c'est un pays qui automatiquement deviendra une puissance. Et c'est ce que la Russie et la Chine ont fait de 1980 à aujourd'hui, c'est-à-dire 1989 à aujourd'hui, lorsqu'ils ont cessé d'investir tout leur argent dans les dépenses militaires, lorsqu'ils ont cessé de vouloir devenir des puissances militaires, ils se sont constitués comme des puissances économiques. Donc, c'est ce qui se passe, disons. Et je reviens sur l'image de 2 éléphants dans une maison. Lorsqu'il y a une puissance économique dans une maison, celle-ci voudra à un certain moment, du moins, exprimer son point de vue, dire que maintenant, c'est mon tour. Maintenant, c'est à moi d'avoir la parole. Maintenant, c'est à moi de frapper la main sur la table. Maintenant, c'est à moi de dire ce que je pense. Donc, on arrive à ce que je dirais la troisième phase. La troisième phase qui est dans la constitution de ce qu'on appelle le BRICS. De ce que moi j'ai découvert, vous m'avez informé. J'ai lu sur Wikipédia et moi j'ai compris rapidement de quoi est-ce qu'il s'agissait. Parce que, évidemment, lorsqu'on voit le chaos n'est chaotique lorsqu'on ne comprend pas le système qui est en train d'être mis en branle. Et moi, je n'aime pas le chaos. Tous ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas le chaos. Tous ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas l'anarchie. Tous ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas le désordre et que je veux toujours comprendre
quel est le système qui a mis en branle, qu'est-ce qui est en train de marcher, qu'est-ce qui ne marche pas. C'est comme ça que je suis. Je veux toujours comprendre quelle est la formule qui est en train d'être mise en branle ici. Parce que le chaos, le désordre, c'est d'habitude le passage d'un système à un autre. Donc, c'est ça qui est chaotique. C'est le passage d'un système à un autre, d'un principe à un autre, d'un paradigme à un autre. C'est ça, le chaos. C'est ça qui se manifeste dans la guerre. Vous savez, la guerre, c'est d'habitude le passage d'un ordre à un autre. Ce n'est pas tous contre tous, le désordre, le bruit. Non, c'est tout simplement une transition. C'est ça. C'est pourquoi j'ai écrit tous mes livres là sur la guerre. Parce que la guerre, c'est le passage d'un ordre à un autre, d'une structure à une autre, d'un paradigme à un autre. Donc, c'est ça. Donc, j'étais en train de dire que la phase numéro 3, donc, oui, Franck, j'y arrive, oui, j'y arrive. Je pense que c'est bien d'expliciter quand même ce qui se passe de manière historique. De manière historique, afin que chacun comprenne que c'est quelque chose qui est vraiment pensé. Donc, la structuration du BRICS commence en 2009. En 2009, et en fait même, ça commence en 2001. Ça commence en 2001, n'est-ce pas, 2001. Et c'est important pour moi de dire ça parce que je l'ai découvert comme ça par hasard. Ça commence en 2001 avec un article que je vous poste aussi là, afin que vous l'ayez. 2001, voilà le début. Voilà, c'est en 2001, c'est cet article-ci. C'est un article scientifique. C'est un article scientifique qui est écrit par un Anglais, par un Anglais, Jim O'Neill. Un Anglais, c'est un chercheur anglais. Hein? Il était très jeune à l'époque. Il était très jeune à l'époque. Hein? Il travaillait pour Goldman Sachs. Goldman Sachs, c'est une compagnie d'investissement américaine et globale. Bref, c'est une compagnie, lorsque vous travaillez là-bas, vous avez l'un des meilleurs salaires de la Terre. Goldman Sachs, c'est vraiment une compagnie d'investissement dont tout économiste rêve. Et donc, tout économiste rêve d'y travailler. Il est macroéconome et c'est là-bas qu'il travaillait. Il a donc il a écrit un article assez intéressant que je vous conseille de lire, de prendre le temps de lire. Et comme tout macroéconome, il a établi des formules générales, c'est-à-dire c'est une théorie. C'est une théorie générale où il a grosso modo mis ensemble des pays qu'il estime être similaires, dans leur état, dans leur projet et puis dans leur croissance, en mesurant, en comparant leur produit intérieur brut, tout simplement. C'est-à-dire c'est comme ça une analyse quantitative, ce n'est pas qualitatif. Ce n'est pas qualitatif dans ce sens où il ne s'est pas demandé si les gens de ces pays-là sont communistes ou bien socialistes, s'ils étaient communistes ou bien s'ils étaient socialistes, s'ils avaient fait la guerre, s'ils n'avaient pas la guerre, s'ils étaient noirs, s'ils étaient blancs. Non, il a seulement pris les chiffres, il a regardé les chiffres, il a dit, ces pays-ci se ressemblent. C'est tout. Un peu le genre de choses que les blancs font souvent. Il dit, 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont les mêmes pays, on les met ensemble. Groupe A, 1, 2, 3, 4, 5, c'est les mêmes. Groupe B, groupe C. Donc, c'est un peu ce qu'il a fait. Et donc, il a mis ensemble un groupe de pays qu'il a appelé BRIC. Il a appelé ça BRIC. Donc, c'est Brésil, Russie, Inde et Chine. Voilà. Brésil, Russie, Inde et Chine. BRIC. Voilà. C'est 4 pays, il les a mis ensemble sur une analyse absolument quantitative. Pas qualitative, absolument quantitative. Et ça, c'est intéressant parce que d'une part, ils travaillent pour Goldman Sachs. C'est-à-dire Goldman Sachs, c'est le capitalisme pur et simple. Et ils sont là pour faire l'argent. Ils ne sont pas là pour voir si vous êtes content, si vous êtes heureux, si votre système est socialiste. Non, ils sont là pour faire de l'argent. Point final. Non, Franck, l'Afrique du Sud arrive. J'arrive. Donc, je raconte l'histoire comme un écrivain. Je raconte l'histoire. Donc, quantitative, c'est 4 pays, BRIC. Voilà. Et donc, il a dit, par opposition aux grandes puissances qui existaient déjà, ce qu'on appelait le G7, voilà des pays émergents. Voilà les pays émergents, les 4 là. Voilà, n'est-ce pas? Le Brésil, n'est-ce pas? La Russie, l'Inde et la Chine. Vous voyez, n'importe qui aurait dit, mais pourquoi est-ce que le Brésil est là? Elle dit, mais pourquoi le Brésil est là? Pourquoi? Le Brésil, c'est pas un pays. Parce que si on prend la Russie et la Chine, on va dire que ce sont des anciens pays communistes.
Et si on prend l'Inde, on va dire que c'est un ancien pays non aligné. Mais le Brésil, c'est un peu bizarre. Cependant, c'est une étude quantitative, pure et simple. Donc, il a fait ça. Il a souhaité donc que dans le futur, ces pays-là puissent travailler ensemble. Et son article s'est arrêté là. Il n'a pas dit plus. Il dit, je souhaite que dans le futur, ces pays-là puissent travailler ensemble. Point final. Il a fermé son article, il a publié. Voilà. 2009, justement, les pays-là viennent ensemble, ils commencent à travailler ensemble. C'est comme on dit souvent la sorcellerie. C'est-à-dire, justement, le rêve d'un scientifique se matérialise. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que, 1, c'est un Anglais. 2, c'est un capitaliste. Et donc, 3, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que ce qu'on disait dans la critique des années 80, là, comme quoi l'intermondialisme était fondé sur l'idéologie, mais était aussi basé sur le fait que le monde n'est plus tellement valable du point de vue idéologique. Parce que l'idéologie du socialisme, du communisme a quand même fabriqué la misère dans beaucoup de pays. Donc les gens étaient d'accord là-dessus, les Chinois aussi, les Russes aussi. Mais ils ne voulaient plus l'idéologie. Avec cette plateforme-là, formulée du point de vue capitaliste, formulée sur la base d'arguments capitalistes, formulée sur la base d'arguments quantitatifs, c'était donc pratiquement inattaquable parce que ça vient du cœur même du capitalisme. Comme quoi, si la Chine, la Russie, l'Inde et le Brésil se réunissent, personne ne va dire que ce sont des pays communistes qui se réunissent. Personne. Personne ne va le dire. Personne ne va dire que c'est Karl Marx qui revient. Personne ne va dire ça et personne ne l'a dit. Donc, lorsqu'ils se sont réunis, n'est-ce pas, ils ont fait leur première réunion, les 4 pays-là, ils ont du moins établi les bases d'un travail en commun, mais surtout, ils ont compris qu'ils pouvaient faire face, n'est-ce pas, aux pays qui sont émergés, c'est-à-dire aux pays comme les États-Unis, le Japon, la France, l'Angleterre, voilà, etc. Donc, ils pouvaient constituer leur propre bloc, pouvaient constituer leur propre groupe, pas encore bloc, club, je vais même dire club, pouvaient constituer leur propre club. Là, c'est la base. Mais maintenant, la première décision qu'ils ont prise en 2010, c'est d'admettre l'Afrique du Sud. D'admettre l'Afrique du Sud. Parce qu'ils se sont rendus compte que, déjà, avec l'Afrique du Sud, ils avaient un pays africain. Ils avaient un pays qui avait, grosso modo, c'est-à-dire la même situation structurelle qu'eux. C'est-à-dire au niveau du produit intérieur brut, au niveau, n'est-ce pas, de la possibilité de croissance, au niveau du moins de l'espoir prospectif. C'est un pays qui était similaire. Donc, ça, c'est devenu, donc, BRICS. C'est donc passé de BRIC à BRICS. Donc, c'est un peu ça, l'évolution. Et moi, j'aimerais quand même dire que ce que moi j'ai compris, c'est que ces pays, à l'intérieur de leur propre développement, ils ont décidé d'arrêter un peu là, c'est-à-dire de ne pas continuer à grandir, parce qu'ils auraient bien pu inclure d'autres pays. Il y a des pays comme le Mexique qui ont demandé à entrer, à devenir membre, il y a beaucoup d'autres pays, mais ils ont quand même essayé de spécifier que si les critères d'adhésion ne sont pas encore suffisamment formels, il est important de savoir que c'est pas un groupe fermé. Cependant, comme tout groupe, il est important qu'ils se structurent d'abord. C'est-à-dire qu'ils se consolident d'abord leurs relations, qu'ils consolident ce qu'ils veulent faire avant d'ouvrir à tout le monde. C'est-à-dire, il faut qu'ils sachent même ce qu'ils peuvent faire. Donc, c'est la première des choses. Donc, ils sont restés BRICS comme ça, BRICS depuis 2010. C'est quand même longtemps, hein. C'est de 2010 à 2022, c'est BRICS. Donc, c'est 5 pays seulement. Mais c'est une structure quand même qui a le potentiel de s'ouvrir. Mais cependant, pendant 12 ans, on a 5 pays qui se réunissent constamment, qui essaient de se consolider, de se fabriquer des structures, de se marier, quoi, de se connaître, d'être ensemble, de se structurer, de faire tout pour qu'ils puissent vraiment fonctionner bien avant d'ouvrir à l'extérieur. Je reviens sur ce que Franck a dit. Franck a dit quelque chose de très important, la différence entre soft power et hard power. Quelle est cette différence? La hard power, c'est le pouvoir militaire. C'est le pouvoir militaire. Pourquoi? Parce que lorsque vous construisez comme ça 5 pays qui, en général, dans la zone développée, occupent pratiquement 70% de la population, 60% de la surface de la Terre, en termes du moins de masse financière, c'est gigantesque, hein, c'est presque 40%, c'est une mastodonte. Lorsqu'on a 5 pays comme ça qui ont cette capacité, évidemment, c'est un potentiel. C'est d'abord un potentiel. Mais un potentiel ne vaut rien s'il n'est pas mis en branle. C'est-à-dire un potentiel n'est rien s'il n'est pas un pouvoir. Bon, je veux dire, si quelqu'un a des muscles, il a un potentiel, mais tant qu'il ne cogne pas quelqu'un, il n'a pas encore le pouvoir. Donc, il faut qu'il cogne quelqu'un pour qu'on sache qu'il a le pouvoir. Donc, on vient dans sur le pouvoir.
Donc, ils ont construit dans leur potentiel, en fait, en se réunissant, mais ils n'ont pas encore mis en branle ce potentiel-là. Et donc, le potentiel est mis en branle de deux manières, et c'est de quoi Franck parle. Le potentiel est mis en branle par le pouvoir militaire. Je préfère ne pas utiliser les termes anglais parce que je parle déjà l'anglais. Par le pouvoir militaire qui est que un pays vient et puis il te défait. Par exemple, les États-Unis ont défait l'Allemagne dans une guerre dont l'Allemagne ne peut pas dire qu'elle tape les États-Unis. Non, l'Allemagne accepte ce que les États-Unis disent. Ça, c'est le pouvoir militaire. Les États-Unis ont défait l'Europe. Donc, ils ont marché en France, ils ont traversé l'Europe comme ils voulaient. Sans eux, l'Angleterre serait pratiquement écrasée. Ils sont entrés dans la guerre, ils ont changé la donnée de la guerre, donc ils ont défait l'Europe en général. Et c'est ainsi qu'ils ont installé leur pouvoir. Et avec ce pouvoir-là, ils ont installé leur structure économique et leur structure politique, c'est-à-dire leur système de pensée, c'est-à-dire leur structure, les instruments financiers, par exemple, le dollar, la suprématie du dollar. Et là c'est important, la suprématie du dollar, c'est-à-dire que cet argent-ci devient donc, à partir du fait que les États-Unis ont vaincu l'Europe durant la Deuxième Guerre mondiale, cet argent-ci devient la monnaie d'échange en Europe dans toutes les transactions. Devient la monnaie d'échange en Europe dans toutes les transactions, devient parce que justement, et là c'est la deuxième phase, parce que justement les pays d'Europe de l'Est ont joint l'Europe en 1989 et avec l'implosion de l'Union soviétique, ces pays-là se sont rejoints, n'est-ce pas, ont rejoint dans le bloc américain. L'Union soviétique, la Russie, tous les pays, la Chine, font dans leurs transactions en dollars. Ça veut donc dire que les Américains ont installé pas seulement une structure financière basée sur la victoire militaire, ils ont aussi installé ce que Franck appelle soft power, c'est-à-dire un pouvoir institutionnel qui fait que toutes les transactions qui sont possibles soient faites en dollars. Et donc, c'est ces deux-là, c'est-à-dire d'une part le pouvoir militaire, d'autre part le pouvoir économique. Ces deux-là se rejoignent et entre les deux, il y a des structures. On peut les nommer, c'est-à-dire on peut nommer par exemple les Nations Unies, on peut nommer l'OTAN, non, pour la structure militaire, l'OTAN. Là, c'est la structure militaire, là c'est l'OTAN, qui est le squelette qui relie toute la terre entière à partir d'une structure militaire et avec des embranchements, comme par exemple les pays francophones, n'est-ce pas, qui sont évidemment sous l'OTAN parce que la France est membre constitutif de l'OTAN. Là, c'est militaire. Et maintenant, il y a le soft power, n'est-ce pas, le pouvoir institué, mais qui est plus ou moins léger. C'est le pouvoir financier, c'est-à-dire, ça veut donc dire qu'il y a des institutions la Banque mondiale, le FMI, qui sont nées avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hein, et auxquelles n'appartenait pas l'Union soviétique ni la Russie. Donc, ces pays-là rejoignent donc les institutions qui ont été constituées par les États-Unis. Ça veut donc dire qu'en même temps, ils acceptent la suprématie du dollar. Ça veut donc dire que la Russie accepte la suprématie du dollar, la Chine accepte la suprématie du dollar. Ça veut donc dire que tous les pays de l'Europe de l'Est acceptent la suprématie du dollar. Donc ça veut donc dire grosso modo qu'ils ont aussi une partie de leur fonds de leurs réserves dans la Banque fédérale américaine. Donc c'est absolument faramineux. Ça veut dire la Russie avait une partie de ses réserves dans la Banque fédérale américaine. De même la Chine, de même tous les autres pays. Pour revenir donc sur le BRICS, lorsqu'ils décident de constituer le BRICS, c'est par geste négatif, ils se rendent quand même compte que c'est pas sérieux, c'est pas normal, que ça peut pas continuer comme ça. Ça peut pas continuer que des pays qui sont immensément riches vont avoir une partie de leur, de leurs réserves du moins les réserves fédérales américaines. Ça ne marche pas du tout. Ça dit si, par exemple, ils pouvaient encore accepter qu'ils soient partie prenante, n'est-ce pas, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, ça c'est compréhensible, mais qu'ils soient partie prenante de la réserve américaine, ça pose problème. Ça pose problème au niveau de la Chine, au niveau, n'est-ce pas, de la Russie. Donc la constitution du BRICS part de ça. Ça part concrètement de ça. Ça part du fait qu'ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents parce qu'ils ont accepté plus ou moins d'être soumis, soft power, sans avoir été vaincus. Ils ont accepté la suprématie américaine sans avoir été vaincus militairement parce que les États-Unis n'ont pas vaincu la Chine. Militairement, Deuxième Guerre mondiale, ils n'ont pas vaincu la Chine. Ils ont vaincu le Japon, mais ils n'ont pas vaincu la Chine. C'est différent.
Les États-Unis n'ont pas vaincu la Russie. Non. Ils n'ont pas vaincu la Russie. Et donc, n'importe comment, les Chinois et les Russes, du moins, mais ça ne marche pas comme ça. En fait, si la génération des 80, là, pouvait avoir comme principe que oui, le communisme n'a pas marché, donc acceptons ce qui marche. La génération nouvelle, ça dit Poutine, c'est une nouvelle génération qui dit, ben écoutez, ça ne marche pas, je suis pas d'accord. Ça ne marche pas du tout, on n'a pas été vaincu militairement, la Chine n'a pas été vaincue militairement, donc pourquoi est-ce qu'on va avoir notre argent dans la réserve fédérale américaine? Pourquoi? Il n'y a pas de raison. C'est tout à fait logique qu'on n'a pas été vaincu. Donc pourquoi est-ce qu'on va se soumettre aux États-Unis? Ça ne marche pas du tout. Donc ça veut dire qu'avec Poutine, on a une nouvelle génération de Russes. On a une nouvelle génération de leaders russes. C'est Poutine et Medvedev. C'est une nouvelle génération de leaders russes qui viennent avec des arguments économiques, et deux, qui viennent avec, ils disent, mais on n'a pas été vaincu militairement. Donc, il n'y a aucune raison que les États-Unis nous imposent leur pouvoir financier du dollar. Il n'y a aucune raison. Mais tout le monde va le comprendre. Il n'y a aucune raison. Formulé autrement, ce n'est pas normal. Ils estiment que la Russie soit traitée par les États-Unis comme le Cameroun est traité par la France. Et ça fait sens, non? Ils disent qu'on n'a pas été vaincu militairement. Donc, ça veut donc dire qu'on a le pouvoir suffisamment fort, on a une économie suffisamment forte, on a des principes suffisamment forts, on a un passé suffisamment fort pour pouvoir, n'est-ce pas, voler de nos propres ailes. Là, c'est la base. Donc, c'est la base négative de la constitution du BRICS. Donc, ils disent, ben, si on a déjà un groupe, c'est maintenant à l'intérieur du BRICS, hein, à l'intérieur du BRICS, ils disent, ben, si on a maintenant un groupe comme le BRICS, le BRICS dont la présidence est rotative, la présidence du BRICS étant rotative, on peut utiliser cet instrument pour pouvoir structurer un pouvoir alternatif, pour pouvoir composer un pouvoir alternatif. Dans ce sens où, lorsqu'ils se regardent, ils se rendent compte que, la Russie est le plus grand producteur de pétrole. La Russie. Numéro 1, producteur de pétrole. La Russie. En fait, peut-être même si je me trompe, c'est entre numéro 1 et numéro 3. Le plus grand consommateur de pétrole, c'est la Chine. La Russie et la Chine. Donc, entre les deux, ils ont le plus grand producteur de pétrole et le plus grand consommateur de pétrole. Là, c'est la base. Ouais, lorsqu'ils se regardent en termes de structure économique, ils se rendent compte qu'en fait, ils ne se rendent pas compte parce qu'ils sont déjà des partenaires les plus anciens. Rappelez-vous, on a déjà eu une émission aussi où je disais que la Chine et la Russie sont en partenariat depuis 1930. Depuis 1930. Alors, on dit qu'entre la Chine, ils ont une relation qui est une symbiose. Ce sont comme des jumeaux. Ils ont le même système économique, le même système politique, la même histoire et tout. Aucun d'entre eux n'a été vaincu par les États-Unis. Aucun. Ils ont, d'une part, le pays le plus vaste de la Terre et d'autre part, le pays à la population la plus grande de la Terre. Donc, avec ça, ils ont aussi le pays qui produit le plus de pétrole et le pays qui consomme le plus de pétrole. Alors, on se rend donc compte sur la base que on vient sur quelque chose qui est essentiel. Ça veut dire que les transactions pétrolières sont fondées sur ce que moi-même j'ai découvert. J'avais oublié ça. C'est ce que j'ai découvert moi-même entre-temps, c'est ce qu'on appelle le pétrodollar. On se rend donc compte que les transactions pétrolières étant fondées sur le pétrodollar, il n'y a aucune raison que pour faire leurs transactions pétrolières entre eux qui font ces transactions depuis 1930, ils n'ont aucune raison de le faire en dollars. Ils n'ont aucune raison. Ils n'ont aucune raison de le faire en dollars. Ils n'ont aucune raison de le faire sans avoir une banque spécifique qui puisse gérer ça. Ils n'ont aucune raison de le faire sans avoir une structure qui puisse organiser ça de manière indépendante. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison que le pays qui produit le plus de pétrole et le pays qui consomme le plus de pétrole, que ce soit la Russie et la Chine, qui ont une relation qui date de 1930, qui ont une histoire identique, c'est-à-dire les deux étaient communistes, qui ont, d'une part, la masse terrestre la plus vaste sur la Terre, et d'autre part, la masse de population la plus vaste sur la Terre, qui donc ensemble font un tiers de la population, ils n'ont aucune raison d'accepter le dollar. Qui peut accepter ça? Personne. Donc, ça veut donc dire qu'à l'intérieur du BRICS, ils constituent donc
une indépendance déjà par rapport au pétrodollar. C'est la base même de tout. C'est la base même de tout. C'est l'échange pétrolier. Ils constituent donc une indépendance par rapport au pétrole, à la gestion du pétrole. Donc, ils constituent donc un système indépendant pour la gestion de leur pétrole, de leurs transactions pétrolières. Donc, c'est la base. Avec ça, ça devient très facile à d'autres pays comme l'Inde qui fait partie du BRICS, de s'ajouter dessus. Parce que l'Inde étant voisine, n'est-ce pas, à la Chine, a également les mêmes, du moins, les mêmes circulations de biens avec la Chine et puis avec la Russie. N'est-ce pas, l'Inde ayant une relation de symbiose aussi avec la Russie, ne peut que joindre facilement parce qu'ils ont déjà une structure qui existe. Ils ont déjà une structure qui fonctionne. Et comme je dis encore, la base c'est quoi? La base c'est le pétrole. La base c'est le pétrole, c'est le pétrole, c'est le pétrole. Lorsqu'on comprend ça, on comprend tout. La base c'est le pétrole. On comprend surtout que, parce que le premier choc qu'on a eu, c'était le choc pétrolier. C'est le fait que lorsqu'on s'en va acheter le carburant, ça devient cher. Parce que c'est eux qui ont cette indépendance pétrolière-là, qui peuvent gérer sans avoir de choc parce qu'ils ont une ancienne habitude de gestion de leur pétrole. Rappelez-vous d'ailleurs même, si vous lisez tous les livres qui ont trait au communisme, vous n'allez jamais savoir que la Russie, c'était le premier producteur mondial de la Terre parce que la Russie ne publiait jamais ses chiffres. La Russie ne publiait jamais ses chiffres, alors que c'est avec le pétrole qu'elle finançait toutes les guerres partout. Elle ne publiait jamais ses chiffres. Et elle savait que ceux qui achetaient le pétrole, c'est la Chine qui est un pays communiste aussi. Ça veut donc dire qu'on ne pouvait pas savoir d'où vient l'argent de la Russie. Comme on ne pouvait pas savoir d'où vient l'argent de la Chine. Parce qu'ils avaient une transaction préférentielle entre eux. Donc, le pétrole. C'est ça la base. Sur la base du pétrole, donc, le BRICS peut se constituer, vous voyez, donc lorsque vous avez quelque chose comme ça, c'est le noyau, c'est le cœur. Vraiment, c'est la première pierre, c'est la pierre dorsale. C'est ça. Ça veut donc dire que le reste peut se constituer dessus. Et le reste devient même évident. Le reste devient évident parce que, avec ces transactions pétrolières-là qui sont facilitées par un système indépendant, par un système qui est spécifique à votre deux pays, vous pouvez fabriquer des banques spécifiques à cet espace-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont donc, à l'intérieur du BRICS, constitué des structures qui sont fonctionnelles. Moi, je n'ai jamais été en Chine, j'ai été à Hong Kong. Je n'ai jamais été en Chine, mais j'ai été à Hong Kong. Je n'ai jamais été en Russie parce que j'étais paresseux. Mon université ayant des relations préférentielles avec la Russie, je serais parti là-bas chaque année. Mais j'ai une famille, je ne vais pas passer mon temps à voyager. Cependant, ce que moi j'ai compris, c'est que, se fondant donc sur cette relation de symbiose-là, ils n'ont pas seulement créé une réserve, mais ils ont aussi surtout créé des systèmes d'échange qui sont fonctionnels. Je ne connais pas les noms de tout ça, mais ça veut dire que s'il fallait écrire un article, je l'écrirais sans beaucoup d'efforts. Par exemple, il y a un système, le premier système qui est essentiel, c'est un système bancaire qui puisse remplacer le SWIFT. N'est-ce pas? Ils ont un système qui remplace le SWIFT. Sans effort, un système, ils l'utilisent déjà. Il y a un système qui intègre déjà une bonne cinquantaine, sinon soixantaine de pays, qui remplace le SWIFT. C'est un système qui est utilisé en Chine, qui est utilisé en Russie, bien sûr. C'est là que ça a commencé. C'est un système qui est utilisé aussi en Inde. C'est un système auquel se sont ajoutés tous les pays, les dragons là, de l'Asie du Sud-Est. C'est un système qui fonctionne. Donc, leurs banques n'ont pas de problème. Leurs banques l'utilisent sans aucun problème. Ils n'utilisent pas le SWIFT. Et même s'ils utilisaient le SWIFT, parce qu'ils ont été prudents. Rappelez-vous, c'est un système qu'ils ont commencé à mettre en place en 2012. Donc, parce qu'ils étaient prudents, ils ont fait de manière parallèle le SWIFT et ce système-là. Ils ont donc fait de manière parallèle. Et donc, ça fait qu'en se donnant la possibilité, n'est-ce pas, de se couper du SWIFT quand ils veulent. Donc, ils se sont donné la possibilité de se couper du SWIFT quand ils veulent. Ils se sont donné la possibilité là. Ça veut dire que le système fonctionne de toutes les façons. Et s'ils ont même maintenu le SWIFT, c'est parce que des pays comme l'Inde, des pays comme le Brésil, n'est-ce pas, sont encore trop liés, en fait, le Brésil surtout, est encore trop lié aux États-Unis. Ça veut donc dire qu'ils n'ont pas voulu tester le coupage, c'est-à-dire la coupure de la relation avec le SWIFT. Ils n'ont pas voulu le tester volontairement.
Parce que, pour ne pas indisposer le Brésil, mais aussi parce que, comme vous pouvez vous-même voir dans les médias, le Brésil est entre les mains de la droite. Ça veut donc dire que si c'était avec Lula, par exemple, ils auraient coupé ça depuis bien longtemps. Mais ils ont donc maintenu un système jumeau avec le SWIFT. Deuxième chose, c'est le système des cartes de visa. Des cartes de visa, Mastercard, etc. Évidemment, pour toute personne qui s'en va en Chine, qui s'en va en Inde, vous savez très bien que il y a beaucoup de pays où on n'utilise même pas la carte de visa. C'est-à-dire, ils ont leur propre système là-bas. Ils ont leur propre système en Suisse et qui couvre toutes les banques, qui couvre 95% des banques, un système qui est utilisé dans les distributeurs automatiques de billets sans problème. Donc, ils n'ont pas de problème avec le système de circulation monétaire banal. Ils n'ont pas ce problème-là parce qu'il a déjà été résolu sur la base d'un système financier indépendant et autonome fondé sur, comme je dis, le pétrodollar qu'ils utilisent dans leurs transactions réciproques depuis 1930. Donc, ils ont résolu le problème au niveau micro, au niveau macro. Ils ont résolu le problème au niveau des transactions personnelles et au niveau des transactions d'investissement. Ils ont résolu le problème au niveau des institutions financières et au niveau des échanges personnels. Ils ont résolu ça. Ils ont résolu ça depuis 2012. Ils ont résolu ça. J'ai dit avant qu'il y avait une nouvelle génération, il y a une nouvelle génération de Russes qui est venue, Poutine et puis Medvedev. Une nouvelle génération de Russes qui estiment qu'ils n'ont pas été vaincus par les États-Unis. La différence, c'est que cette nouvelle génération de Russes a estimé que, au lieu d'avoir un système qu'ils utilisent tout simplement pour se protéger, c'est-à-dire de manière défensive, au cas où on peut utiliser celui-ci, cette nouvelle génération a décidé d'utiliser ce système de manière offensive. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte, et là c'est où l'Ukraine vient en question, c'est là où l'Ukraine entre en jeu. Vous savez que la guerre en Ukraine a commencé en fait en 2014. On a déjà parlé des causes lointaines, des causes proches, etc. Ils se sont rendus compte que il est bien possible, ils se sont rendus compte qu'il est bien possible, parce que la guerre ayant commencé, c'était Obama qui était au pouvoir. Obama a mis des sanctions sur la Russie. C'était la première fois. Ça veut donc dire que les sanctions, c'est quoi? Les sanctions, c'est, on revient encore sur ce que Franck disait, le soft power. Les sanctions, c'est que si tu n'es pas d'accord avec moi, je te punis. Donc, il faut que je sois ton grand frère pour te punir. Il faut que je sois supérieur à toi. Mais dans une relation où on est égalitaire, je ne peux pas te punir. C'est-à-dire, si on est des égaux, je ne peux pas te punir. Donc, pour la première fois dans la Russie, s'est rendu compte que les États-Unis se comportaient en grand frère. Se comportaient en hégémon. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. On revient encore sur le soft power et ça y est sur le pouvoir militaire et puis sur le pouvoir institué bancaire, etc. Les sanctions, c'est la forme qu'un pouvoir qui est dominant utilise pour imposer son point de vue. Les armes, c'est-à-dire la guerre, c'est la forme qu'un pouvoir qui est dominant militairement utilise pour imposer son point de vue. Donc les sanctions et les armes, c'est la même chose. Les sanctions et les armes fonctionnent uniquement lorsque quelqu'un te dépasse. Donc il te bat. Or, les Russes estiment qu'ils n'ont pas été vaincus militairement, donc il n'y a aucune possibilité que les États-Unis puissent imposer leur point de vue sur eux militairement. Les Russes estiment également que financièrement, les États-Unis ne peuvent pas. Donc il n'y a aucune raison qu'ils doivent utiliser le dollar parce qu'ils ont entre eux et la Chine une relation préférentielle qui date de 1930. Ils ont entre eux une transaction qui est suffisamment vieille pour pouvoir porter une économie alternative. Donc, les sanctions ne peuvent pas fonctionner avec eux. Ça veut donc dire que, ayant reçu les premières sanctions en 2014, ils en ont décidé ceci et c'est la Russie qui a commencé. La Russie a donc commencé et chacun d'entre eux, la Chine aussi l'a compris, la Chine aussi l'a compris, que quel qu'en soit le cas, il y aura un moment où les États-Unis vont commencer à vouloir leur imposer des sanctions. Ça veut donc dire qu'ils ont commencé à agir rapidement. Agir rapidement dans ce sens où ils ont commencé à retirer l'argent qu'ils avaient dans les réserves américaines et à amener ça dans leur système bancaire constitué par le BRICS. Dans la réserve qui avait été constituée, mais aussi un peu de manière alternative dans l'or. Ils ont commencé donc du moins à sauvegarder la solvabilité de leur propre monnaie dans l'or, mais aussi dans leur propre réserve bancaire, réserve qu'ils avaient constituée dans le BRICS. Ça commence en 2014 en fait. 2014. Vous voyez, le vocabulaire me manque, mais j'espère que j'explique plus ou moins clairement ce que moi j'ai compris. Donc ça commence en 2014. Le mouvement de départ de la Russie
des États-Unis, de départ de la Russie, de l'Occident, de départ de la Russie, des structures occidentales, financières occidentales. Et ce départ, ce n'est que la Russie qu'on parle ici. Donc, on n'a pas encore parlé de la Chine. Et je pense que si la Russie le fait, la Chine le fait aussi. Parce que ce sont les pays jumeaux. Et ce sont les pays jumeaux. Donc, dès 2014, avec le début de la crise ukrainienne, il y a dans ce départ. Ça veut donc dire que si, j'ai dit qu'il y avait 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est la critique. Le deuxième chapitre, c'était la création négative. Le troisième, c'est la constitution du BRICS. Il doit y avoir un quatrième chapitre qui est maintenant l'offensive. C'est-à-dire le fait que ces pouvoirs donc, qui sont retrouvés dans le BRICS, ces 5 pays qui sont retrouvés dans le BRICS, 2 de ces pays-là qui sont des jumeaux décident donc de se retirer de la scène, du moins de l'ordre établi du monde. De se retirer, c'est-à-dire de se retirer d'abord financièrement. De se retirer financièrement dans ce sens où j'ai posté sur ma page un lien que vous pouvez regarder, c'est-à-dire, parce que c'est vraiment absolument faramineux ce que moi j'ai vu. Je n'avais jamais cru que c'était possible de le faire avec une rapidité aussi claire et aussi évidente. Vraiment, moi, ça m'a abasourdi. Je poste ça sur notre lien pour qu'on le voie. Voilà ça. Le retrait. Vous voyez donc, le retrait est tel que si vous allez voir que à partir de c'est 2014, soudain, ça y avait déjà un mouvement de retrait de la Russie, de Réserve fédérale américaine. À partir de 2014, donc ça continue. Et il y a une petite fluctuation là. Et ce qui est important, c'est que, parce que les gens disent souvent que Trump, c'est l'ami de Bush, Trump, c'est l'ami de Poutine, Poutine, c'est l'ami de Trump. Non, regardez bien, vous allez voir que dès que Trump prend le pouvoir, ils enlèvent le tout. Ils enlèvent tout. Et dès que Trump a pris le pouvoir, ils ont enlevé tout. Donc, il faut encore réfléchir. Pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé tout? C'est-à-dire que dès que Trump a pris le pouvoir, ils ont enlevé tout. Est-ce qu'ils ont enlevé tout parce qu'ils ne faisaient pas confiance à Trump? Ou bien est-ce qu'ils ont enlevé tout? Toutes leurs réserves dans, voilà, ils ont retiré leurs réserves dans la trésorerie américaine parce que Trump leur a donné cette possibilité de le faire, c'est-à-dire légalement et rapidement. Je ne sais pas. C'est quelque chose que j'aimerais comprendre parce que c'est quand même surprenant que c'est lorsque Trump a pris le pouvoir, dès 2018, tchoum, ils enlèvent vraiment tout. Ça veut dire qu'en 2021, là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Ça veut dire, et ils l'ont fait pourquoi? Parce qu'ils se préparaient aux sanctions. Ils se préparaient aux sanctions. Ça veut dire que c'est un pays qui se préparait à recevoir les sanctions. C'est un pays qui savait qu'il serait sanctionné. Et la Chine a sans doute fait la même chose, savait qu'elle serait sanctionnée. Ils attendaient les sanctions. Ils ont pris des décisions déjà dès 2018, en se basant sur un processus qui avait commencé en 2014. Donc c'est logique. C'est écrit là, c'est visible, c'est publié dans un livre qui est là disponible. Donc ce sont des chiffres qui ne sont pas inventés. Ce sont des chiffres qui sont ceux du Trésor américain, c'est-à-dire que les Américains connaissent. Donc ils savent que c'est un mouvement financier qui s'est passé devant eux. Et c'est un mouvement qui ne concerne pas seulement les institutions, c'est un mouvement qui concerne également les personnes. Ça concerne également ce qu'on appelle les oligarques russes. Ils ont commencé à retirer leur argent. Systématiquement à retirer leur argent, retirer. Donc ça se passait devant les Américains eux-mêmes. Et vous voyez, ça se passait devant les Européens eux-mêmes. Et comme j'ai dit, ils le retiraient pour soit le sauvegarder en Russie sur une valeur sûre qui est l'or. Et il se passe que les pays dont on parle là, c'est-à-dire la Russie, c'est-à-dire la Chine, c'est-à-dire le Brésil et l'Afrique du Sud surtout, ce sont des pays qui sont pas seulement producteurs, mais aussi des pays qui sont investis dans les transactions de l'or. L'Afrique du Sud, c'est un des producteurs de l'or. Donc, ce sont des pays qui ont la même mise sur l'or. Ce sont des pays qui, pas seulement ont des économies performantes, mais qui ont le minéral nécessaire pour pouvoir sauvegarder leur propre monnaie sur la base de l'or. Donc, c'est quelque chose qui est absolument logique. Donc, c'est une décision absolument logique qu'une nouvelle génération de Russes a prise. Et c'est à cette génération-là qu'appartient Poutine et Medvedev. Donc, parce que ce sont des gens qui sont des économistes qui prennent leurs décisions sur la base, n'est-ce pas, d'analyses économiques.
Voilà, merci beaucoup Noël. Voilà, donc c'est la sanction, c'est-à-dire la sanction par rapport à Huawei a permis aux Chinois de se rendre compte que les États-Unis ont fait ce qu'on appelle overreach. C'est-à-dire les États-Unis croyaient qu'ils avaient la capacité maintenant de sanctionner tout le monde. C'est-à-dire que si on ne faisait même pas attention, les États-Unis auraient sanctionné Dieu. Que Dieu, on te sanctionne. Voilà. Parce qu'ils croyaient qu'ils sont maintenant devenus les maîtres de la terre. Ils vont sanctionner Dieu parce que Dieu a fait que quelque chose se passe. Ils le sanctionnent. Voilà. Donc, ils ont sanctionné la Chine aussi. Donc, la conséquence de tout ça, c'est que les pays qui savaient que les sanctions vont venir se sont préparés et ont retiré leurs capitaux parce qu'ils savaient que la première sanction que les États-Unis font, ils connaissent déjà les sanctions des États-Unis. Ils connaissent les sanctions, c'est que c'est geler vos avoirs. C'est la première des sanctions. Donc, ils retirent tous les avoirs avant. Ils retirent les avoirs lorsqu'ils savent que les sanctions vont venir. La Chine l'a fait, la Russie l'a fait et sans doute la Chine l'a fait. Et si Dieu avait un compte aux États-Unis, même Dieu aurait retiré son argent. Parce qu'il savait qu'à un moment, les États-Unis vont sanctionner Dieu. Donc, il retire son argent. Et c'est ce qui s'est passé, comme vous voyez. Donc, ils ont retiré leur argent de manière préemptive, en sachant que les sanctions vont venir. Là, c'est 2014 jusqu'en 2018. Jusqu'en 2018, ils ont pris la décision, ils ont commencé à retirer tout. Donc, c'est ce qui se passe. Ça veut dire que lorsque Poutine et puis le président chinois s'ils se rencontrent en février 2022, c'est uniquement pour signer l'acte de décès de leur relation avec l'Occident. Et c'est pour signer l'acte de décès de leur relation avec l'Occident. Pourquoi? C'est pour dire que ce n'est pas seulement qu'on a retiré les capitaux, c'est aussi que notre dépendance économique avec l'Occident doit être amoindrie. Doit être amoindrie dans ce sens où le fait que, par exemple, la Russie dépende de l'exportation de son pétrole vers l'Allemagne, vers la France, doivent être amoindris. Le fait qu'elle dépende de l'exportation de son blé vers les États-Unis, vers la France, doit être amoindri et doit être remplacé par l'exportation de cela vers l'Inde, n'est-ce pas, vers la Chine, mais aussi vers l'Afrique du Sud. Vous voyez donc que c'est une relation de vase communicant qui est remplacée par un autre. Et ça a lieu devant nous. Ça a lieu devant nous dans ce sens que nous avons pas seulement la constitution d'un bloc. C'est-à-dire, c'était un club, non? Maintenant, ça devient un bloc. Un bloc dans ce sens où ils peuvent se défendre. Ils peuvent se défendre. Économiquement, hein? Vous vous rappelez, je n'ai pas dit que c'est idéologiquement, c'est économiquement. Ils ont fondé dans un bloc économique. La question qui se posait et la question qui est ouverte dans la table, c'est est-ce qu'ils peuvent aussi avoir un bloc militaire? C'est la seule question. Parce que le bloc économique est déjà là. Est-ce qu'ils peuvent donc avoir un bloc militaire? Et cette question est donc résolue en Ukraine. Elle est résolue en Ukraine devant nous. Dans ce sens où nous voyons un bloc est d'abord un bloc défensif. Un bloc, ce n'est pas seulement que tu veux les armes, je te donne les armes, tu veux les armes, je te donne. Non, un bloc, c'est d'abord défensif. Ça veut donc dire que lorsqu'on t'attaque, je n'entre pas lorsque je sais que tu vas gagner. Je te laisse te battre. Je te laisse te battre, je suis neutre. C'est-à-dire que si je suis ton ami, no, Amma, they don't have any. They don't have any. It is overreach. Sanctions have no basis in national law. It is overreach. Total overreach. They have no basis. Zero basis. Bien sûr, pour revenir encore sur les sanctions, j'aimerais dire que il y a beaucoup de pays d'ailleurs qui sont sanctionnés, c'est-à-dire, par exemple, Cuba, par exemple, l'Iran, par exemple, le Venezuela qui est sanctionné. Ce sont des pays qui, évidemment, seraient la Corée du Nord. Ce sont des pays qui sont potentiels membres du BRICS. Mais je pense qu'au niveau de la politique, de la perception, toute politique est d'abord une question de perception. Pour que le BRICS puisse être attractif, c'est-à-dire pour que le BRICS puisse attirer des pays qui ne veulent pas nécessairement avoir un conflit avec les États-Unis, ce n'est pas son avantage d'avoir des pays comme la Corée du Nord, des pays comme l'Iran, la Syrie, c'est que ce soit finalement un groupe de pays négatifs. Donc là, ça va faire que des pays qui veulent la paix, qui veulent seulement manger, aient peur. N'est-ce pas? Donc, si on a dedans des pays comme la Corée du Nord, l'Iran, les pays neutres là vont fuir. Donc, c'est pourquoi ils ont une politique de neutralité d'abord. Ça veut donc dire que lorsqu'il y a
lorsqu'il y a, no, they are not, John Paul, they are not. Sanctions are not embedded in any international legal framework. They are not. They are definitely not. Like war is not. War is not. Voilà. Donc, la politique du BRICS, jusqu'à présent, est d'abord défensive. Dans ce sens où les 5 là, ils cèdent entre eux. Si un a un conflit, les autres n'entrent pas. Ils le laissent régler ça. Mais aussi, ils ne le condamnent pas. Ils ne le condamnent pas. Donc, ils ne se condamnent pas réciproquement. Là, c'est un. Le deuxième, c'est que ils mettent devant d'abord leur intérêt économique. Comme quoi, la Chine et l'Inde ont eu un antagonisme militaire. Mais ça n'a pas empêché leur travail économique à l'intérieur du BRICS. Donc, ils peuvent taire leur conflit militaire pour pouvoir avoir une vue sur leur intérêt économique. La base de leur travail en commun étant un travail économique. Voilà. Là, c'est ce qui est fondamental. Ça veut donc dire que, avec une telle politique, qui est fondée d'abord sur le point défensif, il s'agissait de voir s'il y a un conflit qui puisse leur permettre d'articuler une vision militaire. Et c'est ce qui se passe en Ukraine. En Ukraine, on a vu soudain un conflit où il est possible, où il a été possible aux membres du BRICS d'avoir un point de vue militaire. La Turquie est membre de l'OTAN. Là, c'est un peu plus complexe parce que la Turquie est déjà prise. La Turquie est membre de l'OTAN. Donc, oui, Rigobert, oui, évidemment, c'est de quoi il s'agit. Mais c'est bien d'expliquer en détail. N'est-ce pas, Rigobert, c'est bien d'expliquer en détail parce que si on n'explique pas en détail, on ne va pas comprendre. En fait, beaucoup ne vont pas comprendre. C'est-à-dire, on va se réduire à l'idéologie, on va se réduire à répéter des phrases qui ne font pas sens. Donc, c'est bien de parler doucement pour que chacun comprenne de quoi est-ce qu'il s'agit. Voilà. Donc, je disais, il fallait donc maintenant, ayant résolu donc ce que Franck a appelé très bien le soft power, c'est-à-dire le pouvoir financier, le pouvoir économique, ou bien l'hégémonie financière, l'hégémonie économique, il fallait donc maintenant venir sur le front du hard power, du pouvoir militaire, pour pouvoir établir aussi cette suprématie-là, et c'est pourquoi le conflit en Ukraine est important. Avec le conflit en Ukraine, donc, les membres du BRICS peuvent se prévaloir d'une suprématie militaire, dans ce sens où ils le font de manière défensive. Ils n'ont pas besoin d'intervenir déjà, et d'autres pays n'ont pas besoin de condamner. Donc ils ne condamnent pas, ils n'interviennent pas. Mais ce qu'ils font, c'est que ils acceptent le point de vue de l'analyse de Poutine. Comme quoi, l'Ukraine ne doit pas entrer dans l'OTAN, l'Ukraine doit être neutre, et puis surtout, le conflit est lié au fait que l'OTAN a traversé des frontières que l'OTAN n'aurait pas dû traverser. Donc ils acceptent, ils défendent ce point de vue. C'est tout, ça veut dire qu'ils ne sont plus neutres. Militairement, donc, ils acceptent le point de vue de Poutine. Parce qu'ils sont dans un club. Ils sont dans un club bien précis. Ils sont dans une organisation où on se soutient réciproquement. Et si vous voyez les prises de position de tous leurs membres, vous allez voir qu'ils se retrouvent tous. Ils se retrouvent tous. La Chine soutient la Russie sur tous les points. L'Afrique du Sud est sortie, soutient la Russie également. L'Inde fait la même chose. Avec le Brésil, c'est pas si clair. Mais ils ne restent pas indifférents l'un par rapport à l'autre. Et ils sont même en train de tirer le Venezuela parce que le Venezuela vient de tirer des marrons du feu en signant un contrat d'aide aux États-Unis pour la livraison du pétrole. Donc, ils sont en train de tirer le Venezuela pour lui permettre de changer sa relation avec les États-Unis parce qu'on sait que le Venezuela a été sanctionné par les États-Unis. Donc, la Chine est en train d'aider le Venezuela à pouvoir négocier ses propres sanctions pour s'en sortir de manière un peu plus favorable. C'est ce que la Chine fait. Donc, ils sont en train de céder réciproquement pour pouvoir se faire changer leur position de manière positive. Donc, en le faisant, on dit en anglais, to leverage their position. Ils sont en train de niveler leur levier afin que chacun d'entre eux puisse se surlever. Ils sont en train de se surlever réciproquement. Voilà. Et donc, c'est ce qui se passe. Et se surlever réciproquement, là, c'est cela qui détruit l'hégémonie occidentale. Non, parce que c'est très simple. Si un se soulève, l'autre descend. La question qui se pose maintenant, c'est si les États-Unis vont descendre suffisamment pour que son hégémonie soit pas seulement, du moins, réduite en néant, mais remplacée par l'hégémonie chinoise et puis l'hégémonie russe. Nous voyons devant nous comment c'est en train d'avoir lieu.
c'est en train de se battre l'un avec l'autre pour pouvoir se dépasser. Donc, c'est ce qui se passe. Les livres que moi j'ai lus, les deux livres que moi j'ai lus sont des livres qui ont été publiés en 2022 et puis 2020. Ça veut dire qu'ils ne savent pas, ils ne tiennent pas compte de ce qui se passe en Ukraine. Parce que ça n'avait pas encore lieu. C'est-à-dire la guerre chaude qui a lieu en Ukraine maintenant. Ils n'en tiennent pas compte. Mais ce qui est important quand même, c'est de savoir, c'est que cette guerre-là montre que la Russie a agi de manière rationnelle, a agi de manière fondée, était absolument préparée, a préparé son intervention depuis 2012, a mis en branle un système alternatif qui lui permet d'éponger toutes les sanctions qui sont levées contre eux, qui lui permet, n'est-ce pas, d'absorber ces sanctions-là sans les subir, a mis en branle un système qui lui permet de fonctionner économiquement sans difficulté, a mis en branle une relation aussi vieille que 1930 qui lui permet d'exister sans même tousser. C'est-à-dire de faire comme si c'est la poussière qui était tombée sur elle, de faire les sanctions, faire comme ça. Si vous voyez encore avec par exemple l'exemple classique, c'est les réserves russes là, qui avaient été vidées absolument, n'est-ce pas, du fonds américain, de telle sorte que les sanctions de Biden, lorsqu'il les a prises sur le gel des avoirs russes, de la Banque centrale russe, n'est-ce pas, la Réserve fédérale américaine, les Russes ont fait comme ça, c'est-à-dire que ça ne les touche même pas du tout. Ils avaient déjà tout retiré. Et donc, de ce point de vue, je pense que nous avons pour la première fois une situation géopolitique dans laquelle l'Afrique du Sud spécifiquement, arrive de manière absolument positive. C'est-à-dire parce que ils ont préparé le conflit pendant 12 ans, ils ont pris le temps de s'ajuster, de s'arranger, de tester et même de faire des assurances. Je n'ai même pas parlé d'assurance réciproque. Et même des choses aussi banales que le fait qu'ils ont abandonné le dollar et puis décidé dans leur système d'échange économique d'utiliser leur monnaie locale. Des choses aussi banales comme celles-là, mais qui sont acquises dans leurs échanges réciproques. Ça veut donc dire qu'ils sont absolument libérés du dollar, absolument libérés. Et ils l'ont fait depuis 2012. Ça veut donc dire concrètement qu'ils sont dans une position où ils peuvent, en fait, agir maintenant. Pourquoi agir? Parce que les sanctions les aident à couper le Rubicon, à couper dans le nœud gordien qui est lié encore au système international. Ça les aide dans ce sens où ça les aide même à structurer encore plus profondément le BRICS. En fait, moi, je me suis toujours demandé pourquoi, d'une part, les textes que moi je lis, les articles, les médias que moi j'écoute, pourquoi tout ce que je lis, on ne parle pas du BRICS. Mais d'autre part, je me suis rendu compte que pourquoi est-ce que on parle de Poutine uniquement dans le sens négatif alors qu'on est en train de voir devant soi une structure économique hein, qui était prête, qui a été constituée déjà depuis 2012 et qui n'attendait que ça, qui a eu le temps de s'organiser et qui a même eu à qui les États-Unis, l'Occident a donné des signaux négatifs par rapport des sanctions par rapport à la Chine, mais surtout par rapport à la Russie, où ils avaient l'obligation de se préparer. Et ils l'ont fait. Donc, je suis tout à fait surpris que cette analyse-là n'arrive pas dans les médias occidentaux. C'est-à-dire ne soit pas présentée de manière intelligente. Parce que nous avons un système-là alternatif qui est fonctionnel, qui, sans doute, n'est pas préparé à 100%. Aucun système n'est préparé à 100%. Est fonctionnel et qui absorbe les sanctions parce qu'il avait déjà un système d'assurance par rapport à celle-ci et qui en fait, permet à un État, la Russie, de fonctionner de manière alternative sans que les choses s'arrêtent. Mais surtout, et ça c'est le plus important pour moi, je vais finir avec ça, on se rend compte que l'Occident n'était pas prêt. L'Occident n'était pas prêt. D'ailleurs, l'Occident n'était pas prêt. L'Occident, pour la première fois dans ma propre vie, n'était pas prêt. C'est-à-dire, n'était pas prêt. Donne des sanctions et subit les sanctions comme si elle découvrait l'effet de ces sanctions. On se pose la question de savoir s'ils ont des économistes. S'ils ont des macroéconomistes, s'ils ont des analyses quantitatives, on se pose cette question simple. Parce que chacun d'entre nous découvre comment soudain le prix de tout est en train de monter. Donc on se rend compte que les États-Unis n'étaient pas prêts.
que l'Occident n'était pas prêt, alors que la Russie, la Chine étaient prêts. Donc c'est ça la surprise pour moi, c'est la surprise, n'est-ce pas, qui nous fait nous rendre compte que le monde dans lequel on vit est un monde que nous construisons nous-mêmes, et que si les États-Unis n'étaient pas prêts, si l'Occident n'était pas prêt, c'est parce que peut-être nous avons pris ce jeu au sérieux, nous ne l'avons pas pris au sérieux, et que c'est à nous aussi de tirer nos maillons du feu, de savoir que nous avons une opportunité ici, une chance, et que nous voyons, on revient sur le communautarisme, nous voyons des États qui fonctionnent, comme je dis ici. On fabrique une structure et on la fait marcher. Franck, qu'est-ce que tu dis? Oui, évidemment, Franck. Évidemment. Franck dit, n'est-ce pas, le BRICS peut aussi être atteint du même syndrome d'Overreach. Oui, bien sûr, évidemment. Parce que lorsqu'on gagne une guerre, on a toujours l'impression qu'on gagnerait toutes les guerres. Et ce qui est une faiblesse. Cependant, disons, souhaitons que ce n'est pas le cas, souhaitons que l'Afrique du Sud puisse niveler à cette position-là, souhaitons que des pays africains, comme par exemple le Nigeria, l'Éthiopie, puissent être membres du BRICS pour pouvoir niveler au niveau du nombre de voix un peu plus élevé, afin de rendre impossible cet overreach-là. Parce qu'on a vu avec l'Occident, ils ont clairement overreach. Ils ont clairement, dans ce sens, ils n'étaient pas préparés. C'est-à-dire, overreach, c'est que comme on dit, tu mets dans ta bouche trop de nourriture que tu n'arrives pas à avaler. Et ça se mesure avec le fait que ils n'étaient pas prêts devant des choses aussi banales que la Russie puisse avoir, en fait, les sanctions sur la Russie peuvent avoir un effet boomerang sur leur propre économie. C'est quelque chose qu'un économiste devrait pouvoir mesurer et puis pouvoir juger, pour pouvoir du moins analyser et puis pouvoir prévoir. Il y a quand même ici des économistes dans des universités, c'est ça leur travail, hein? C'est pourquoi ils sont là. Alors, ils devaient pouvoir prévoir ça et puis savoir que voici les conséquences qui vont venir. Ils pouvaient pouvoir voir que le fait que la Russie ait retiré déjà toutes ses réserves, que la Chine soit en train de le faire, va avoir des conséquences sur l'économie américaine. Ils pouvaient déjà le dire. Mais lorsque je lis dans le New York Times, je vois par exemple Tom Friedman, je vois ce qu'il dit, moi je suis surpris parce que quand même c'est un économiste qui a eu le prix Nobel de l'économie. Je suis surpris qu'il agisse lui aussi comme un militant. Mais alors que devant nous on voit comment, pas seulement en Occident, mais aussi en Afrique maintenant, les prix des denrées, de toute première nécessité deviennent chers, l'essence, l'engrais, le pain, des choses comme ça. Donc ce sont des choses qu'il devrait pouvoir calculer et puis mesurer et prévoir. C'est pas le cas. Ça veut donc dire overreach a cette conséquence qu'on n'est pas préparé sur les conséquences des actes que l'on pose et donc du coup on en subit les conséquences et on s'écroule. C'est un peu ça le mécanisme. Mais j'étais en train de dire que le côté positif c'est que pour l'Afrique, déjà avec l'Afrique du Sud étant présente, peut-être il y aura un nivellement au niveau du BRICS, mais aussi surtout si des pays comme le Nigeria qui ont des économies fortes mais qui ne sont pas suffisamment fortes de toutes les façons, qui ne sont pas trop fortes. Donc, elles ont l'obligation d'être prudentes. Alors que des économies comme la Chine, comme la Russie, sont suffisamment fortes et puis vont être offensives. Des économies comme le Nigeria, l'Éthiopie vont être prudentes. Et automatiquement, le BRICS devra être prudent. Et donc, pourra éviter de prendre de répéter, par exemple, ce que la Russie est en train de faire en Ukraine. Mais c'est ça à répéter, hein, parce qu'on peut déjà dire, avec cette structure que j'ai décrite, on peut dire que Taïwan est condamné. On peut dire que Taïwan est condamné parce que la Chine va agir. Parce que la Chine va agir. Là, on peut le dire clairement. Et les Taïwanais même le savent, qu'ils sont condamnés. Donc, c'est un peu ça la vision. Peut-être il faudrait dire que on va voir avec ce qui va se passer avec Taïwan pour voir comment est-ce que le BRICS peut maintenant être offensif militairement. Et donc se constitue maintenant comme étant un bloc, pas seulement économique, mais aussi comme étant un bloc militaire. Et pas seulement comme un bloc militaire défensif, mais aussi comme un bloc militaire offensif. Avec ça, on va voir ce que ça va donner, n'est-ce pas? Les pays francophones, je crois, sont encore prisonniers du franc CFA, sont encore prisonniers, soft power du franc CFA, c'est-à-dire de l'économie française et donc de l'économie européenne, mais aussi sont encore prisonniers de l'OTAN, c'est-à-dire les contrats militaires coloniaux que l'on a eu avec la France, qui nous lie évidemment à l'OTAN. Donc les pays francophones, les pays comme le Cameroun, le Mali, le Sénégal, sont les pays qui sont encore prisonniers. Donc nous sommes prisonniers de cette structure-là. On verra ce que ça va donner. Un pays comme le Rwanda s'est déjà libéré, disons, on va voir ce que ça va donner.
L'Afrique, voilà, on verra. Pour aujourd'hui, je voulais tout simplement présenter ça comme étant une vision que j'ai découverte. Je savais pas. J'en profite pour vous remercier encore. Vous voyez, je vous dis d'acheter des livres, C'est vous maintenant qui me faites acheter des livres. Vous me faites acheter des livres. Je vous jure que ça m'a coûté $150 à peu près parce qu'il y a un de ces livres-là qui est si cher. J'ai mis les larmes aux yeux et puis j'ai acheté. Parce que évidemment, vous avez contribué à la construction de mon savoir et je vous remercie beaucoup. Donc, achetez également mes livres. On se forme réciproquement. On se forme réciproquement. Donc, achetez également, contribuez. Je mets encore le lien ici. Achetez ici et contribuez ici. Voilà, je mets encore le lien ici. Voilà. Contribuer ici. Voilà. Contribuer ici. Ça permettra au moins du moins à ce travail-là, à cette formation réciproque que nous faisons, d'avoir un sens. Hein? Mais c'est ça le communautarisme. Hein? Et donc, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous m'avez beaucoup appris. Hein? Et c'est comme ça que j'aime. J'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. Je dois dire que je suis très, très content. Il n'y a rien de bien que de faire sa tête grandir. Et moi, j'ai appris tellement de choses. Je lisais. Je n'arrêtais pas de lire. Et donc, c'est ma manière de vous dire merci beaucoup. Et c'est vraiment ce que j'aime. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vais m'arrêter ici. Au revoir. Hein. On est ensemble. Et à la semaine prochaine. Merci.